Alors, la notion elle-même, ça veut dire service express réseau métropolitain. La genèse de ces services, c'est une déclaration du président de la République sur sa chaîne YouTube au mois de novembre 2022. Le président annonce qu'il veut dupliquer finalement sur l'ensemble du territoire national le système des RER qui existe à Paris avec cette formule un peu choc en disant le RER ce n'est pas que pour Paris. Et donc il annonce le déploiement sur 10 métropoles de réseaux qui seraient l'équivalent des RER. En réalité, une proposition de loi donc est déposée à l'Assemblée, elle est votée en décembre 2023 et au terme de cette discussion, les SERM ne sont pas en réalité des services express de transport et ce ne sont pas non plus des services réservés aux métropoles. Exactement. En fait, dans la loi, in fine, on se rend compte qu'on est tourné vers une offre de services multimodale qui repose sur une colonne vertébrale ferroviaire, mais sur laquelle on va venir développer une offre complémentaire, donc une offre de transport routier à haut niveau de service, du transport voie cyclable, et le cas échéant même du transport fluvial, de l'autopartage, du covoiturage, avec la création, évidemment au passage, de gares et de pôles multimodaux. Donc, in fine, la loi est vraiment tournée, et c'est le côté évidemment positif, vers l'usager pour avoir finalement une qualité de service et une hausse de la fréquence des dessertes avec une dimension d'interopérabilité sur l'information voyageur et sur la billettique dont on verra plus tard qu'elle peut avoir évidemment des incidences techniques sur la diffusion d'un billet unique. Alors, dans la loi, on a d'abord le processus dit de labellisation qui, en réalité, revient à faire agréer les projets de SERM par le ministre des Transports, qui se passe un peu en deux temps. Une phase de concertation où les parties prenantes intéressées se concertent pour définir à la fois l'offre de service et le plan de financement, qui est évidemment important, aussi bien sur le volet investissement que sur le volet fonctionnement. Et ensuite, ce dossier, via une demande conjointe au terme de la loi, est présenté au ministre qui va donc octroyer le statut de SERM. C'est le terme employé par la loi. Et on voit d'ailleurs dans ce processus de labellisation que, au cœur du sujet, le financement est évidemment crucial puisque, à défaut de moyens financiers, il y a peu de chances de voir les SERM mis en œuvre. Sur ce sujet en particulier, même si la loi évoque le plan de financement à 2 reprises, elle apporte pas encore de solution de financement à la fois aux collectivités locales, leurs groupements et les autorités organisatrices. En revanche, elle fixe un objectif de réalisation de 10 SERM dans les 10 prochaines années, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des moyens. On a aujourd'hui également dans la loi de fixer la tenue d'une conférence nationale du financement qui tiendra avant le 30 juin 2024, pour lesquelles évidemment l'ensemble des acteurs du secteur ont commencé à proposer des pistes de réflexion et notamment le financement de l'État qui est pour l'instant loin d'être acquis, même s'il y a déjà eu un engagement de financer des études dans le cadre du CPER. On a la place, interrogation classique, la place du financement porté par l'usager. On a le recours à la dette, la possibilité ou pas d'y recourir pour les acteurs du secteur. Et on a aussi des problématiques ou des pistes par assimilation avec ce qui s'est produit déjà à l'échelle de la Société du Grand Paris en Île-de-France, c'est-à-dire la création de ressources fiscales nouvelles. Donc on évoque un peu pêle-mêle pour l'instant, le versement mobilité additionnelle, le déplafonnement du versement mobilité, l'instauration d'une taxe carbone, etc. Donc on voit bien que pour ces sujets de financement, il y a quand même de fortes chances pour que on se rapproche d'un modèle qui soit celui de la Société du Grand Paris. La loi prévoit la transformation de la SGP, qui garde ses initiales, qui était la Société du Grand Paris, c'est donc chargée du Grand Paris Express, et qui est devenue désormais
la Société des grands projets et qui voit son objet, sa spécialité, car il s'agit d'un établissement public de l'État, étendu. La SGP pourra prendre en charge des projets de SERM, en tout cas réaliser des infrastructures en qualité de maître d'ouvrage délégué. Et on voit bien que l'idée du législateur, c'est de pouvoir dupliquer pour la réalisation des SERM un mode de financement qui, semble-t-il, a fonctionné pour le GPE, c'est-à-dire une SGP qui emprunte massivement en début de projet et qui rembourse, alors la loi dit, elle rembourse en 50 ans ce qu'elle a emprunté. Voilà. Alors parallèlement d'ailleurs à la transformation de la SGP, il y a un autre apport institutionnel de la loi qui est la création de GIP, groupements d'intérêt public un peu particuliers, pour porter chaque projet de SERM, pour coordonner l'action des acteurs. GIP un peu particulier dans la mesure où, à la différence des GIP ordinaires, ils comporteront d'une part un directoire, d'autre part un conseil de surveillance. Alors, c'est comme ça qu'a été elle-même organisée la SGP, et dans ces deux cas, on voit bien que le modèle semble être celui de la société de droit commun. On n'ose pas finalement transformer la nature juridique de ces instruments, mais on essaye de s'approcher, tout en restant dans un cadre public, de ce qui se fait en droit privé. Alors, ce texte est très complexe, hein. Il doit être complété par de nouveaux décrets, peut-être même une loi. Il est très complexe et il implique de disposer de compétences assez étendues en droit public des affaires en particulier, en montage institutionnel, en montage contractuel, en commande publique, identifier les endroits c'est pas toujours très clair dans la loi où s'applique ou pas le code de la commande publique. Donc, cette expertise générale qu'offre le cabinet en droit public des affaires sera complètement mobilisée dans le cadre des projets de SERM. Expertise qui est complétée par une expertise sectorielle, puisque le cabinet intervient depuis sa création dans le secteur des transports, et en particulier le transport ferroviaire, le transport maritime, le transport fluvial, le transport urbain, interurbain. Et donc là, on trouve tout le panel des problématiques posées par la loi.